À vous de voir. À vous de voir. À vous de voir. Romain est atteint de cécité corticale. Pendant des années, grand malvoyant, il a consulté des orthoptistes, des ophtalmologistes, des camps, un IME. Personne n'a jamais pensé qu'il pourrait retrouver un statut de voyant. Personne n'a offert de solution ou de soins répondant à son problème. Flora est elle aussi atteinte de cécité corticale. Elle a erré d'hôpital en hôpital jusqu'au jour où, comme Romain, elle a rencontré à la Fondation Rothschild le docteur Sylvie Choqueron, neuropsychologue, la seule personne en France à traiter cette pathologie. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que la cécité corticale produit une perte de vision, mais en même temps est due à une lésion cérébrale, ce qui fait que ce n'est pas vraiment le domaine de l'ophtalmologie, parce que la lésion est cérébrale, c'est donc le domaine de la neurologie. Mais comme cela concerne la vision, c'est vrai que les neurologues ne pensent pas systématiquement à dépister et à rechercher un trouble de la vision lié à une lésion cérébrale. Donc c'est un trouble qui tombe un peu dans le no man's land entre l'ophtalmologie et la neurologie. Voilà pourquoi il n'est pas souvent recherché, pas souvent reconnu. La cécité corticale. À l'âge d'1 mois, Romain est opéré du cœur. Il est victime d'un arrêt cardiaque. Les lobes occipitaux sont lésés. Il sort presque aveugle de l'hôpital et se retrouve à l'âge de 7 ans avec une canne blanche dans un institut médico-éducatif pour enfants atteints de déficience intellectuelle. Il voulait me faire passer pour aveugle. Même si j'ai un problème de vue qui me fait que je ne vois pas bien les distances. Et donc, comme il me faisait des tests, aller toucher un crayon, comme j'évaluais pas bien la distance, il me disait que j'étais aveugle et que je voyais pas le crayon. Donc, ils m'ont fait passer en braille, avec les points. Et j'ai passé des mois à apprendre à utiliser une canne blanche, à me déplacer comme un aveugle. On voit des ophtalmos, on voit beaucoup de monde, et jamais d'orientation vers un neuropsychologue. Comme il y avait une méconnaissance de cette pathologie, en fait, de par les différents corps, du coup, Romain n'était pas pris en charge et nous, on pataugeait. La famille et les médecins savent que l'enfant a eu un problème neurologique, qu'il soit justement comme une privation d'oxygène dans le cas de Romain, ou un traumatisme crânien, ou un accident vasculaire, ou peu importe. Dans le dossier, on peut retrouver quelquefois écrit noir sur blanc qu'il y a des signes de cécité corticale, mais dans la mesure où la rééducation de ces troubles, la prise en charge de ces troubles n'est pas du tout développée en France, mais c'est le même cas aux États-Unis ou ailleurs, ces enfants ne sont pas pris en charge pour leurs problèmes et on va essayer de colmater les difficultés, de les aider à compenser, voire de les mettre dans une autre case qui serait la case des malvoyants dus à une lésion de l'œil, alors qu'en réalité, seule une rééducation adaptée pourra les aider. C'est dans cette période d'errance, alors qu'il était encore dans l'IME, que Romain va faire un bilan chez une nouvelle orthophoniste, Madame Besset. Cette orthophoniste a été la première à parler de rééducation cérébrale. Voilà, ça me paraît bien. Vas-y, je t'écoute. Il y a très longtemps, on pouvait se... Romain m'est arrivé à l'âge de 9 ans sur la demande de sa maman. La maman m'a contactée pour une rééducation de la dyslexie en braille. Ne pratiquant pas le braille, j'ai proposé une rééducation de l'organisation spatiale
par l'intermédiaire du canal tactile. Donc le début de la rééducation a été essentiellement une rééducation tactile. C'est à la suite de ces quelques mois de rééducation que je me suis rendu compte que Romain était très sensible aux exercices de simulation neurovisuelle que je lui proposais à la fin de chaque rendez-vous de façon ludique. Et c'est pourquoi je me suis permis de proposer à monsieur et madame Chapre de se rendre à la Fondation Rothschild de façon à pouvoir bénéficier d'une consultation auprès de madame Chocron. Et ce qui était très impressionnant, ça devait être la 3e séance où il a dit « Maman, quelqu'un me comprend ». Ce qui voulait dire que toutes les personnes, même ses parents, personne n'avait compris. Ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, dans ce qu'il pouvait voir, dans toute sa personne en fait, dans sa constitution de personne. Parce qu'il y avait un malaise, par la suite je l'ai compris, en fait, parce qu'il n'arrivait pas à se construire comme un non-voyant, ou comme un voyant. Je me suis senti libéré d'un poids que je m'étais enfermé sur moi-même. Et donc je me sentais mieux et puis je me suis rouvert au monde et aux autres. Qu'est-ce qui va mieux? Qu'est-ce qui va pareil? Qu'est-ce qui va moins bien? Une plus grande liberté. Une plus grande liberté. Voilà. Alors ça, c'est sûr que j'imagine que ça te fait plaisir. Est-ce que tu penses que la plus grande liberté, elle vient du fait que tu peux être plus autonome parce que tu vois mieux? C'est probable. Et donc, tout cet été, quand tu faisais des activités donc autres que l'école, t'as pas du tout été gêné par ta vision, en fait? Non. Ni dans tes déplacements, ni quoi que ce soit? Ah si, quand j'allais en ville un peu. Quand t'allais en ville. Pour te repérer dans l'espace? Oui, pour me repérer dans l'espace. Voilà. Tiens, Romain, je te donne cette feuille. Alors, regarde. La tâche, c'est de retrouver tous les T qui sont sur cette feuille. Romain, lui, comme souvent chez les enfants chez qui on fait le diagnostic, il était convaincu d'avoir enfin été reconnu pour son trouble. Mais pour sa famille, expliquer qu'on allait le changer de cadre, l'exposer à un collège, une scolarité normale avec des voyants, lui apprendre à lire et à écrire à 12 ans alors qu'il n'avait jamais été exposé à l'écriture en noir, ça a été quelque chose de douloureux. Quitter ce monde du handicap, c'est pas toujours quelque chose de facile et c'est quelque chose qui doit se travailler psychologiquement. Au début, c'est très très dur. Parce qu'il faut tout réapprendre, parce qu'il faut laisser son enfant alors qu'on a dit qu'il ne voit plus, qu'il ne voit plus, en fait, qu'il utilise une canne blanche, qu'il utilise une machine Perkins, etc. Il faut tout lâcher. Et ben là, c'est la frayeur en fait. C'est tout un réapprentissage, en fait. C'est toute une rééducation de parents. Alors, quand ces patients ont perdu la vision à cause d'une lésion cérébrale, ils se comportent comme s'ils ne voyaient pas. Donc, si vous leur présentez par exemple un crayon dans un de leurs champs visuels et que vous leur demandez de l'attraper, ces patients vont vous dire non, je ne peux pas l'attraper, je ne le vois pas. Et puis, si vous les forcez à l'attraper, donc vous leur dites, écoutez, vous ne voyez rien, mais il y a quelque chose, et moi je pense qu'une partie de votre cerveau l'a traité, même si vous n'en avez pas conscience. Donc le patient va, à sa grande surprise, diriger un geste et attraper cet objet, alors que pourtant consciemment il ne l'a pas vu. Ce qui montre que dans le cerveau, il existe des régions qui sont capables de traiter l'information. Mais comme la région qui s'occupe de la conscience visuelle est lésée, ils se comportent comme des aveugles et ils n'ont pas conscience que ces régions ont reçu des informations. Tu vas l'attraper, cet objet? Vas-y. Exactement. Et là, il est... Et les yeux dans les yeux. Vas-y, attrape-le. Voilà. Mais t'as bougé les yeux. Vas-y, va l'attraper. Il est où? Regarde-moi. Vas-y. Non. Alors... Donc notre rôle, c'est de forcer les patients à utiliser, à surutiliser même cette vision dont ils n'ont pas conscience. Et on sent le patient passer par une série d'étapes. Donc au début, à sa grande surprise, il va attraper des objets dans son champ aveugle alors qu'il ne les avait pas vus. Puis il va commencer à dire qu'il distingue les objets dans son champ aveugle, qu'il les perçoit à peine, qu'il sent qu'il y a quelque chose et finalement qu'il les voit. Je vais accélérer. Et la tête bouge pas. Super. Le cerveau a cette propriété très particulière qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui lui permet de construire de nouveaux circuits, de nouvelles connexions qui vont venir pallier à la voie
qui n'est plus opérationnelle à cause de la lésion. Mais cette plasticité sera d'autant plus efficace qu'on va la favoriser et l'aider avec une rééducation adaptée. D'où l'importance de dépister ces troubles et de les prendre en charge. Mais il n'y a pas de lait dedans. C'est les pommes de terre écrasées. Flora est née avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Elle a très vite présenté des troubles de la vision et de la parole. Flora a rencontré Sylvie Chocron quand elle avait 5 ans. Et à 5 ans, Flora parlait à peine encore, marchait avec beaucoup de difficultés. Je pense qu'elle avait une vue assez floue du monde qui l'entourait. Elle avait très peur des chiens parce que forcément c'était quelque chose d'un peu fou qui lui débarquait dessus. Là, il y a les G, mais j'ai vu un O tout à l'heure. Il faut quand même que je vous dise qu'à l'époque, les spécialistes qui avaient vu Flora voulaient lui apprendre le langage des signes. Donc on avait totalement écarté le fait qu'elle parlerait. La multiplication. Yes. Ah bah dis donc. Bon d'accord, les multiplications. Elle a rencontré donc Sylvie Chocron, qui lui a fait faire des tests, et en l'occurrence un test important qui est un IRM, qu'elle avait déjà fait à Garches, mais pas sur la partie vision du cerveau. Donc là, on a spécifiquement fait un IRM sur la partie vision, et on a vu qu'il y avait une lésion. On est maintenant capable donc d'installer le patient dans la machine IRM et de lui présenter sur un écran des scènes pendant que nous enregistrons l'activité dans son cerveau. Et donc on peut ainsi suivre ce qui se passe en temps réel dans son cerveau quand il détecte une scène ou quand il reconnaît une scène. Et puis on peut aller regarder ce qui se passe chez un patient avec une lésion cérébrale. On voit très bien chez ce type de patient avec une lésion donc occipitale ici à gauche, on voit l'activité mais dans l'hémisphère sain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité autour de la lésion. Alors aujourd'hui, je te montre des images où tout est un petit peu emmêlé. Tu me dis juste ce que tu vois. Un peigne. Un peigne. Une chaise. Et une chaise, super. Regarde. Attention, ça va être difficile. Hein. Non. Bah non, pas pour toi. Tu vois ce dessin? Oui. Tu regardes bien, hein? Tu regardes bien? Oui. Alors, je l'enlève. Oui. Et maintenant, je te montre une feuille où il y a plein d'objets qui lui ressemblent. Tu dois retrouver celui que tu as vu. Regarde bien, bravo. Sans aucune hésitation. Hein? Bravo. Trop forte. Tu as raison. Le plus dur. Je te donne le plus dur que j'ai. Alors Flora, elle continue de bosser. C'est où? Pour mémoire, on était parti d'un champ visuel qui était vraiment réduit, hein, donc qui était vraiment ce qu'on appelle un champ visuel tubulaire, hein, où elle ne voyait que les 20 degrés centraux. Et notre objectif, c'est d'arriver à un champ visuel normal, c'est-à-dire de cette taille-là, hein, qui fera 90 degrés de chaque côté, donc 180 degrés au total. Hein. Donc le but, c'est vraiment de lui restaurer son champ visuel, hein, c'est sur ça que porte la rééducation aussi, et donc de la forcer à traiter un champ visuel de plus en plus grand. Tu vois mon trait? Là encore? Non. On s'arrête, encore un coup et c'est fini. Aujourd'hui, donc, on a fait ce champ visuel très artisanal, où Flora fixe le nounours ici. Et puis, moi, je tirais des traits simplement, et Flora me disait quand est-ce qu'on sortait de son champ visuel. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a cette taille-là, le but étant que, bien sûr, elle voit plus grand que la feuille. Hein. Au moins les limites de la feuille, mais même plus que la feuille. Donc, c'est sur ça que va porter la rééducation dans les mois qui viennent. D'accord. Alors, tout ce qu'on a fait. Les déterminants et les articles sont des mots placés en général devant un nom. Devant un nom, très bien, donc c'est ce qu'on va compléter. Alors là, par exemple, on a travaillé aujourd'hui en grammaire sur le déterminant. Flora, elle a tout à fait acquis. Alors c'était une notion de CE2 qui a été revue là en CM1. On va approfondir un peu plus, parce que c'est la première séance, mais on va approfondir un peu plus sa notion au fur et à mesure. Mais là, on voit qu'elle a réinvesti ses acquis de CE2. Ce qui n'a pas été, moi j'ai fait un tour dans la classe, ce qui n'a pas été le cas de tous mes élèves. Flora, je lui donne un petit peu moins de choses à faire et c'est un peu raccourci.
Voilà. Donc pour l'instant, tu prends ton temps. Si c'est encore trop long, ben, on fait pas tout. Tu commences par là. J'ai agrandi, hein, Flora, comme ça, d'accord? Comme d'habitude. Allez, vas-y. Tu entoures d'abord les déterminants, vas-y. Non, peu importe la couleur, Flora, tu m'écoutes. Je complète en ajoutant un adjectif, ou on pourrait dire un déterminant démonstratif. Moi, je suis là pour l'aider à se concentrer et à retrouver ce qu'elle sait déjà. Non, ça. C'est quoi? Déterminant. Tu l'entoures, voilà. Le aussi. Il y a et... Je l'accompagne tout en restant distant. Comme ça, elle apprendra à se prendre en charge toute seule. Après la classe, Flora travaille 1 heure avec son ergothérapeute sur les outils du quotidien et sur des jeux qui lui apprennent à doser sa force, à anticiper ses gestes. Ouais. Super. Est-ce que tu peux me raconter encore tout ce qui te reste à faire jusqu'à ce soir? Goûter, aller chez l'orthophoniste, dîner, faire mes devoirs. Et t'as pas l'impression que les journées sont un peu longues, qu'il y a beaucoup de travail? Oui. Un petit peu. Et c'est tous les jours comme ça? Oui, mais sauf le mercredi parce que je fais pas à l'école. Je vais encore faire l'orthophoniste. Non, mais ça arrive. Comment t'as Allez, souffle. Et aspire bien. Voilà. Bon, pas très facile la séance de voix parce qu'elle n'a pas tellement l'habitude, mais la difficulté chez Flora, c'est qu'elle n'a pas une bonne harmonie de ventilation respiratoire, et donc cette disharmonie fait que sa voix ne porte pas. Oula. Là? Vas-y. Oh, mais je suis trop forte. Ouh, cette fois, elle est là. C'est ça? Très bien. Allez, c'est presque fini. Ouh. Là? J'ai rencontré Flora en septembre 2002. Alors qu'elle avait 4 ans et quelques mois, elle entrait en moyenne section de maternelle. Elle n'avait aucun langage et aucune structure phonétique intelligible. Elle ne possédait que des phonèmes explosifs comme peut, que, mais aucun phonème constrictif comme fe, se, che. Tout était en explosion. Donc c'était des onomatopées, beaucoup de gestuels, pas de langage, un regard un peu flou. On était au début des recherches concernant son tableau clinique. Tu le relis une fois dans ta tête. Près d'une plaque. Ou bien, je crois que c'est la première année où on se voit 2 fois. Jusqu'à présent, on était à 3 séances par semaine, dont une à l'école, où j'ai accompagné à chaque fois et l'enseignante qui se posait des questions pour savoir comment mieux faire, ainsi que l'auxiliaire de vie scolaire qui, accompagnant Flora, parfois se trouvait démuni de ne pas savoir comment l'aider pour comprendre telle notion ou accéder à telle performance. Ça, c'est mon cahier. Salut les filles. Bonjour maman. Bonjour Isabelle. Ça va? Tiens, regarde ça. Ah oui. 16 sur 20. Aujourd'hui, donc, Flora suit un parcours scolaire quasi normal. Elle a l'air contente aujourd'hui? Donc, elle parle, elle vit, elle fait du sport. Alors, elle peut pas jouer à des sports comme le ballon et tout parce qu'elle a un champ visuel restreint et elle voit mal, donc le ballon arrive trop vite. Mais tous les autres sports, elle les fait. Et par rapport à beaucoup d'autres enfants, elle a un niveau tout à fait acceptable et elle est très bien intégrée à l'école. Voilà. Romain, tu le fais sur ordinateur, s'il te plaît, et puis... Romain suit un cursus normal au collège depuis la 6e. C'est à ce moment-là seulement qu'il a commencé à apprendre à lire en noir et non plus en braille. Il y a les décorations, c'est un fait. Je peux le mettre comme argument, on va l'accepter. J'écris phonétiquement encore. Ça,
c'est très difficile pour moi de me relire. Soyez précis dans vos exemples, Romain aussi, sois précis. Comme je connaissais pas les lettres, il fallait apprendre à les former, il fallait apprendre à les lire, c'était phonétique, puis après ça commençait à être une écriture plus fluide, mais ça a été très, très difficile, puis c'est encore très difficile. DEF est un triangle rectangle en E tel que la longueur DF fait 7 cm et l'angle DFE 65 degrés. Calculez la longueur EF. Petit à petit, j'ai vu ce que Romain pouvait faire et ne pouvait pas faire. Quelque chose qui paraît essentiel, mais j'ai découvert que, par exemple, en géométrie, il ne pouvait pas faire grand-chose. À partir du moment où l'information vient d'une image, il est tout de suite beaucoup plus limité que les autres. Inversement, tout ce qui est calculatoire, il a une vivacité d'esprit que je pense qu'il a pu développer parce qu'il travaille beaucoup à l'oreille, que n'ont pas forcément certains de ses camarades. Le cours, je ne l'avais pas donné non plus, je crois. Donc je te donnais dans le même temps. Hop là. Bon, vous avez fini le calcul pendant ce temps-là ? Je pense que son passage au collège aurait été, c'est mon point de vue, je le connais depuis 3 mois, hein, mais aurait été plutôt une réussite sur le plan social et humain, parce que je pense vraiment qu'il a côtoyé des gens de son âge, avec qui il a eu des relations normales, il a des copains au collège, etc. Mais avec ses professeurs, moi j'ai une relation avec Romain comme je peux en avoir avec d'autres élèves. Je ne prends pas plus de précautions pour lui dire les choses, ni quoi que ce soit. Et lui, d'ailleurs, en échange, a une réaction comme peut en avoir d'autres élèves. Tout ce que je sais, c'est que Romain, si nous n'avions pas assisté, si on n'avait pas rencontré Madame Bessé, si on n'avait pas fait ce bilan, aujourd'hui serait dans un IME. Si on considère que 5% des enfants scolarisés à partir de 6 ans vont présenter des troubles des apprentissages, et si on regarde ce pourcentage, on met le pourcentage d'enfants suspectés de troubles neurovisuels d'après les études qu'on a faites, on considère que 3 à 4% des enfants pourraient présenter des troubles neurovisuels. Donc le rapport entre les deux mérite qu'on s'arrête sur vraiment les conséquences d'un trouble neurovisuel sur les apprentissages et l'urgence de les dépister pour essayer de diminuer l'incidence de troubles des apprentissages chez l'enfant. On va essayer pareil. Je te cache un œil. D'accord. Vas-y. Ce PNL facile, ça. On reprend. N. Le cas le plus fréquent, c'est qu'on dit tel enfant est un échec scolaire. On l'a mesuré à l'école, il a 10 dixièmes. On se demande s'il n'y a pas une hypermétropie, par exemple, qui pourrait le fatiguer rapidement. Essaye de lire. D'accord. Tu commences par les grosses et tu descends. Je recherche ça, comme tous mes confrères le font. Et à l'issue de cet examen, si je n'ai rien trouvé, il y a d'autres tests de dépistage, comme a enseigné Sylvie Choqueron, qui vont me permettre de voir s'il n'y a pas des troubles neurovisuels relevant de la compétence de Sylvie Choqueron et qui vont me conduire à adresser ces enfants à Sylvie Choqueron. Au début, je les adressais en me disant « c'est génial, j'ai bien travaillé, j'ai dépisté une anomalie visuelle chez un enfant, je l'ai envoyé à Sylvie Choqueron. » Et puis maintenant qu'on a fait beaucoup de progrès et qu'elle rééduque de mieux en mieux ses enfants, les progrès sont tellement spectaculaires qu'il m'arrive plutôt de voir des enfants que j'ai vus 3 ans avant pour une chirurgie de strabisme ou autre, et je me dis, ah mince, il y a 3 ans déjà, il y avait sûrement ces troubles neurovisuels, je les ai ratés et ça me catastrophe. Donc aujourd'hui, on a la chance, grâce au soutien de la Direction générale de la santé, d'avoir pu mettre au point des tests qui permettront de dépister ces troubles neurovisuels chez l'enfant avant l'entrée au CP, donc en grande section de maternelle, et cela, si possible, dès la rentrée 2009 ou plus tard 2010. Donc les enfants pourront bénéficier à la visite avec le médecin scolaire, donc adossé sur la visite ophtalmologique qui existait déjà. Ils auront un certain nombre de tests qui permettront de tester les fonctions neurovisuelles, attention visuelle, mémoire visuelle, analyse visuelle, et qui permettront donc de prévenir les troubles des apprentissages ou les troubles graves du comportement qui auraient pu être générés par ces difficultés. Ces 2 voies, on peut déjà les identifier depuis la rétine jusqu'au cerveau. Et donc toujours dans le suivi de ce dépistage, la Direction générale de la santé nous a demandé de former les centres référents pour les troubles des apprentissages qui existent en France, au dépistage, au diagnostic de ces troubles et puis évidemment à la prise en charge de ces troubles pour éviter les conséquences désastreuses de troubles neurovisuels tels que ceux-là qui ne seraient pas dépistés et donc pas pris en charge. Si
j'avais pas de handicap, j'aimerais travailler sur des bateaux. J'aurais tellement voulu travailler sur des bateaux. J'aimerais faire boulanger. Oui, je pense que je vais être heureux à faire du pain. Je serai peintre. J'ai envie d'être peintre ou maîtresse. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'équipe Trid Vision 01 48 03 66 72 www.faux-rothschild.fr ou l'association Valentin à Huy au 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble 01 53 86 0000 www.voirensemble.asso.fr. La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets ou écrivez-nous à vous de voir France 5 24 rue Marceau 92 130 ici les Moulineaux. Auteur-réalisateur Bernard Jourdain, productrice déléguée Suzanne Masson, avec la participation du Centre national de la cinématographie, avec le soutien de l'AVH, Association Valentin à Huy au service des aveugles et des malvoyants, l'association Voir Ensemble, la Fédération des aveugles de France, France 5, pôle documentaire Pierre Bloch de Fribert, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France 5.